Mesdames, Mademoiselles, Monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 6 novembre 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 58e numéro de notre émission Entre nous soit dit. Cette émission se déroule aujourd'hui, lendemain de l'élection présidentielle américaine, dont vous devinez évidemment quel va être le sujet principal de cette émission. Et pour en parler, pour en évaluer les conséquences, pour expliquer également les raisons de l'élection de M. Obama, nous avons fait appel à un géopoliticien de très grande envergure, Laurent Arthur Duplessis. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes effectivement un très grand connaisseur de la politique internationale et il ne vous est pas indifférent non plus de vous pencher de temps en temps sur la politique nationale, donc nous en parlerons peut-être aussi. Et bien sûr, vous êtes un écrivain très connu dans ces matières en particulier. Je vais rappeler et montrer à la caméra quelques-uns de vos derniers ouvrages qui ont tous une actualité brûlante et hélas, et qui vont rester, hélas, d'actualité. L'Iran dans la Troisième Guerre mondiale, que voici. 10 questions sur la Turquie. La Troisième Guerre mondiale a commencé. Et Islam-Occident, la guerre totale. Tous ces ouvrages sont publiés aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, évidemment, quand on lit les titres de vos ouvrages, on n'est pas absolument certain qu'il faille les conseiller à des personnes qui seraient frappées d'une certaine mélancolie, car ça risquerait d'aggraver leur cas. Mais enfin, il faut être réaliste aussi et lucide, et je pense que c'est le rôle d'un intellectuel, d'un écrivain et d'un géopoliticien. Alors nous venons donc d'assister à une élection présidentielle américaine qui s'est vraiment traînée en longueur, pas le jour de l'élection elle-même, parce que le résultat a été acquis assez vite, car il était net. En revanche, ça fait plus de 2 ans que la campagne se déroule d'une manière que personnellement j'ai trouvée profondément ennuyeuse, car on n'a jamais entendu quoi que ce soit de vraiment intéressant de la part d'un des candidats. Je ne sais pas si c'est votre avis aussi. Je trouve aussi. Oui. Barack Obama a distillé le rêve, et effectivement, je dirais que le rêve a véritablement enflammé les foules à partir du moment, me semble-t-il, où la crise financière est devenue patente. C'est-à-dire en fait au mois d'octobre, septembre-octobre, avec la chute de Lehman Brothers. Exactement. Voilà. C'est là où, en fait, semble-t-il, le partage entre les deux candidats a commencé à devenir très net. Jusque-là, effectivement, le résultat semblait indécis. On pourrait en quelque sorte qualifier cette bifurcation du mois de septembre dernier de fin de la mondialisation heureuse, en quelque sorte. Oui. La crise des subprimes qui avait démarré au mois d'août 2007 avait commencé à chauffer les hauts fourneaux de la crise, si je puis dire, mais cette crise est vraiment devenue absolument cataclysmique à partir du mois de septembre. Et là, effectivement, Obama a commencé à marquer l'avantage sur McCain. Donc c'est le triomphe du rêve, c'est-à-dire qu'Obama, dans sa campagne, n'a pas dit grand-chose. Il a dit tout le temps « Yes, we can », oui, nous pouvons. C'est une incantation d'ordre magique. C'est la pensée magique, c'est le triomphe de la pensée magique. Et il est frappant de constater que cette élection, où il a eu un avantage très net, effectivement. 7 millions de voix, je crois, de plus, 52 ou 53%. 52 contre 46, voilà. Et il l'a emporté nettement. Oui. Et ça, effectivement, c'est, si on prend l'analyse contrarienne, vous savez, c'est-à-dire que cette analyse qui veut que les foules soient dans une direction quand la réalité a déjà pris l'autre direction depuis longtemps. Et que les mouvements d'opinion sont très lents comme un gros navire qui continue sur sa lancée et qui a beaucoup de mal à tourner. Les foules sont sur le rêve d'Obama, sont sur la concorde universelle, le grand tout, si on peut dire, l'harmonie globale, etc. Alors que, d'ores et déjà, la mondialisation heureuse ayant pris fin, on assiste à une augmentation des tensions géopolitiques. On le voit très bien avec la Russie. La Russie de Poutine a une attitude de plus en plus ferme.
face à l'Occident, surtout face aux États-Unis et à l'OTAN. Et aux dernières nouvelles, les Russes menacent de poster des missiles à Kaliningrad. De plus en plus fortes, vous dire. Oui. Vous avez dit faibles, mais Non, en fait, fortes, de plus en plus fortes. Oui. Excusez-moi, oui, de plus en plus fortes, lapsus. Oui, oui, peut-être. Oui, je fais du Obama. Alors effectivement, il est quand même intéressant de s'attarder un peu sur les raisons qui ont fait élire Obama. Personnellement, j'ai tendance à penser qu'il s'agit en fait d'une manipulation. Non pas qu'Obama ait été créé intentionnellement comme un clone. Il existait, c'était un politicien doué, manifestement, mais après tout, rien ne le destinait à sortir de l'anonymat. Mais il incarnait, en tout cas, ce fameux métissage général qui est, en quelque sorte, l'argument essentiel de la mondialisation et surtout du melting pot international. Et mon sentiment, après avoir analysé quand même les choses et regardé de très près, c'est que finalement ceux qui sont les principaux vecteurs de cette pensée, et qui se recrutent pour l'essentiel sur la côte est des États-Unis autour de New York et sur la côte ouest aux environs de Hollywood, sont des gens qui finalement se sont dit, mais si nous promouvons cet homme, nous allons peut-être en faire le porte-drapeau de nos idées. Donc ils l'ont fait et ils y sont parvenus. Est-ce que vous êtes... Oui, alors je suis de votre avis. Oui. Étant donné que, justement, on constate que ce sont les très grands milieux d'affaires qui l'ont financé puissamment. Ce ne sont pas les couches intermédiaires du monde des affaires, ce ne sont pas les gros patrons de PME, ce sont vraiment les très très hauts milieux d'affaires qui ont financé déjà depuis longtemps Obama. Et ces très hauts milieux d'affaires, effectivement, je suis tout à fait de votre avis, veulent entretenir l'idée d'une mondialisation heureuse et donc d'un grand métissage général, d'une abolition en quelque sorte de l'État-nation au profit du grand marché mondial. Ce qui effectivement est la finalité, car certains pourraient se demander mais quel est l'intérêt de ces milieux d'affaires? Il est très simple. Ils pensent que si on évacue tous les conflits pratiquement en mélangeant tout le monde, donc il n'y a plus, puisque tout le monde est mélangé, il n'y a plus de zone de conflit, enfin naturellement nous sommes dans le domaine de l'utopie, et à partir de ce moment-là, le commerce peut se développer en toute sécurité et en toute tranquillité. C'est d'ailleurs un petit peu, à une échelle moindre, le raisonnement que les milieux d'affaires européens et américains entretiennent, notamment avec l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Mais je dirais que c'est exactement pareil. Ouais. Ah oui, c'est pareil. Et justement, ce microcosme de très très haut milieu d'affaires qui constitue un petit village planétaire, pour paraphraser McLuhan, nourrit exactement les mêmes conceptions, enracinées justement dans la philosophie d'Auguste Comte, qui est l'idée qu'en améliorant la production et les échanges, on va tout pacifier, etc. Et alors, justement, il y a un paradoxe, parce que les démocrates, malgré tout, bon, il est du Parti démocrate, Obama, et puis il va subir un certain jeu de contraintes. Les démocrates sont souvent optés pour la guerre et le protectionnisme. Et les soutiens d'Obama dans les hauts milieux d'affaires risquent d'être un peu déçus. Parce qu'il se peut bien qu'Obama élève des barrières douanières à un moment ou à un autre, dans le but d'essayer de faire repartir l'industrie américaine. Que va-t-il faire, Obama? Il va s'attaquer aux contribuables les plus riches pour leur faire payer plus d'impôts. Ce qui déjà pourrait avoir pour effet une évasion des capitaux en dehors des États-Unis. Il veut mettre sur pied une sécurité sociale pour tous. Il va falloir la financer. Il est probable que l'État américain, pour cela, va emprunter encore plus sur les marchés financiers internationaux et se heurter ainsi à un dégoût croissant des marchés internationaux pour la signature de l'État américain, car l'État américain va être surendetté de plus en plus et devoir payer de plus en plus cher ses emprunts. Donc Obama, assez rapidement, va se retrouver confronté à une série d'impasses économiques et financières. Le grand rêve d'Obama, qui est de donner la sécurité sociale à tout le monde et de remettre sur pied l'économie américaine, va se fracasser, mais alors d'une manière cataclysmique.
Et ce grand rêve d'Obama, ce grand enchantement d'Obama qui apparaît comme un messie, le mot a même été prononcé par certains admirateurs, une sorte de messie, qui est ni noir ni blanc, puisqu'il est métis, donc tout le monde s'approprie, et les blancs et les noirs, et même d'autant plus que du côté blanc, il est descendant des gens du Montana notamment, qui a été peuplé par des gens d'Europe du Nord. On vient de lui découvrir du sang alsacien, puisque le village de Reichwiller, je crois, en Alsace, dit qu'un des ancêtres d'Obama est parti il y a 3 siècles pour aller en Pennsylvanie. Et vous-même, vous êtes apparenté aussi, je suppose. Oui, parce que j'ai des sang alsaciens. Et donc, effectivement, tout le monde se l'approprie. Et il symbolise, justement, comme je disais tout à l'heure, cette harmonie universelle au moment, je dirais, où la Troisième Guerre mondiale commence, si on peut dire, hein, parce que c'est ça. Je dirais que là, on a une logique que l'on retrouve souvent dans l'histoire. Comme je disais tout à l'heure, les foules adorent ça me fait penser au Front populaire en 1936. Il y avait le grand rêve du Front populaire en 1936, puis en 1939, que démarrait la Deuxième Guerre mondiale. Je dis deuxième puisqu'on a la troisième. Oui. Et effectivement, le Front populaire a désarmé la France à un moment même où il était facile de voir que l'Allemagne non seulement s'armait, mais se surarmait. L'Allemagne travaillait de plus en plus, la France travaillait de moins en moins. Et on peut dire que la défaite était inscrite dans les décisions du Front populaire. Donc, tout ceci était pourtant facile à prévoir, mais rien de tout cela n'a été fait. Et nous nous retrouvons, alors peut-être, là rien n'est encore décidé, mais en tout cas avec un risque de désarmement, au sens plus général du terme, des États-Unis, qui pourrait ne pas arriver, mais qui en tout cas, s'il n'était pas mené à son terme par Obama, le fera lâcher par ses soutiens. Je fais le pronostic que j'ai écrit dans mon dernier éditorial sur mon site, que les soutiens d'Obama le lâcheront très vite, car ils vont très vite constater qu'il ne fait rien, en tout cas de ce que eux souhaitaient, parce qu'il va être pris par les nécessités, parce qu'il y a une administration aux États-Unis, parce qu'il y a des réalités, et à partir de là, certains disent oui, mais alors il va s'effondrer. Non, il sera soutenu éventuellement par son électorat, mais il sera combattu très vite par les mêmes qui l'ont porté au pinacle, et ceux-là seront à la recherche d'un nouvel individu qui pourra incarner leur rêve fou. C'est ça. Alors, tout à fait. Et dans la mesure où on peut détecter les intentions d'Obama, d'après ce qu'il a pu dire de précis, ce qui est tout de même... Ce qui n'est pas très, très important. Il a dit peu de choses précises. Peu de choses précises. Oui. Alors, il a dit que assez rapidement, il retirerait les troupes d'Irak, en laissant simplement quelques bataillons pour soutenir l'armée irakienne, lutter contre le terrorisme. Alors, retirer les troupes d'Irak, s'il le fait, ça va être une catastrophe, puisque de toute façon, ça va être enregistré par les islamistes comme une victoire sur les Américains. Et moi, je suis persuadé que l'accalmie actuelle est très, très fragile, et que si les troupes américaines se retirent massivement d'Irak, même progressivement, mais de manière significative, ce sera le signe de la victoire pour les islamistes, et ils remettront le couvert, si je puis dire, de plus belle. Ça, ce serait donc entériner une grande défaite américaine. Et alors, d'autre part, il va transférer ses troupes sur le théâtre d'opération afghan. Moyennant quoi, cela va certes correspondre à un besoin militaire sérieux en Afghanistan, mais en même temps, il est certain que le chaudron pakistanais s'échauffe au plus haut point. Le général Petraeus est allé récemment pendant 4 jours à Islamabad, et les dirigeants pakistanais lui ont bien fait comprendre qu'ils sont sur un volcan, le volcan islamiste. Et ils ont employé l'expression « nous luttons pour notre survie ». Et la situation au Pakistan est extrêmement grave. Les islamistes augmentent leur pression et dans les provinces de l'Ouest et partout dans le pays. Il semblerait même qu'ils téléguident certains attentats en Inde, où il y a la conjugaison d'autochtones islamistes et l'aide un petit peu de l'ISI, le service secret pakistanais, lequel de toute façon n'est absolument pas contrôlé par le gouvernement en place, qui est très mou par rapport au gouvernement Musharraf, et qui lui-même déjà n'arrivait pas à tout contrôler.
Et le Pakistan est dans une période intermédiaire, post-Musharraf, mais anté-islamiste. Et il est certain que le foyer de guerre tourne autour du Pakistan maintenant, d'une manière très très nette. Et d'autre part, deuxième foyer de guerre, le Moyen-Orient, et ça se relie à l'Iran. Obama a dit une chose précise aussi, là, si on peut dire. Il a dit qu'il développerait un dialogue avec Téhéran sans préalable. Alors, sans préalable, ça veut dire que les États-Unis renoncent à exiger de l'Iran qu'il cesse l'enrichissement de l'uranium avant de commencer le dialogue. Pensez bien que pour les Iraniens, qui sont des orientaux, amis du palabre, amis de la discussion à n'en plus finir, c'est pas béni. Pour ce qui est de discuter avec Washington sans condition préalable, ils seront excellents. Ça mangera absolument pas de pain. Pendant ce temps, ils continueront à marche forcée sous la poigne de fer des Pasdaran à préparer la bombe atomique, si bien que à ce train-là, on apprendra un beau matin qu'il y a eu un essai nucléaire iranien réussi et que ça y est, ils ont la bombe atomique. À partir de là, si c'est le cas, on aura une géopolitique bouleversée au Moyen-Orient. L'Iran deviendra intouchable parce que de toute façon, il a, je dirais, il aura une force dissuasive avec le nucléaire qui sera nourrie par l'effroi que peut provoquer l'intégrisme islamiste. Il y a des élections en Iran en 2009, mais il n'est pas du tout sûr qu'on entre dans une ère post-Ahmadinejad, et même post-Ahmadinejad, même si c'était Rafsanjani qui devenait président, de toute façon, Rafsanjani lui-même n'est à modérer qu'aux yeux des Occidentaux. Dans la classe politique iranienne, il n'y a pas de vrai modéré, puisque le Conseil des experts filtre les candidatures aux élections législatives, etc. Et Rafsanjani, qui d'ailleurs par le passé avait tenu des propos extrêmement hostiles à Israël, quand il était président. Et le vrai patron, c'est Ali Khamenei, le guide suprême, et c'est lui qui décide, je dirais, de la paix et de la guerre. Et Ali Khamenei, il est appuyé par le corps des Pasdaran, qui est plus puissant que jamais en Iran, et qui a la main sur la banque, l'industrie, et tous les secteurs clés de l'économie iranienne. Donc de toute façon, le décideur, c'est Ali Khamenei, et l'Iran aura la bombe atomique s'il n'est pas bombardé avant, et une fois que l'Iran aura la bombe atomique, Israël aura une vie impossible, parce que Israël sera l'objet de chantage permanent, et puis l'Iran voudra être à ce moment-là la superpuissance régionale que le Shah d'Iran voulait, que les Américains et les Occidentaux, que les Américains avaient encouragé à préparer, justement. Et d'où le fait d'ailleurs que les Américains et les Européens avaient aidé le Shah à se doter des premiers équipements nucléaires. Et puis, ce pourrait être l'Iran islamique qui devient la superpuissance régionale dotée de l'arme atomique. Alors voilà pour Barack Obama, nouveau président des États-Unis, toute une série de foyers extrêmement périlleux qui peuvent à tout moment dégénérer. Oui. Et là, il va falloir qu'il démontre sa capacité. Bon, certes, il n'est pas seul, on est toujours entouré, mais il n'empêche que quand on est le président, on décide. Il a été intéressant de noter, et je crois que ça n'était pas non plus un propos de hasard, que quand George Bush lui a souhaité, en quelque sorte, le bienvenu, il a dit que les États-Unis auraient un bon commandant. Ce qui veut dire par là que ce qu'il faut, c'est un commandant. Là, nous ne savons pas encore s'il en sera capable, et en tout cas, la coalition qu'il a portée n'est pas de celle qui réclamait un commandant en chef, elle réclamait plutôt la paix, quoi qu'il arrive, et l'union, embrassons-nous, c'est une sorte de ressuscité de mai 68, peace and love. Oui. Et l'opinion publique réclamait un redistributeur oui. de revenus. Ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. Le plus difficile, c'est d'avoir l'argent à redistribuer. Alors précisément, avant de revenir bien sûr plus tard aux aspects militaires et aux aspects géopolitiques, parlons un peu d'économie. L'effondrement de l'économie américaine, vous êtes de ceux qui l'aviez prévu. Et oui, j'avais fait, vous vous souvenez, un gros chapitre dans la Troisième Guerre mondiale a commencé, un chapitre économique, où justement j'annonçais cette crise financière majeure, l'éclatement de la bulle immobilière qu'il a provoqué, et je présentais cette crise financière
débouchant donc bien sûr sur une crise économique, c'est-à-dire sur une déstabilisation terrible des fondamentaux, comme le prélude à une avalanche d'événements géopolitiques, c'est-à-dire comme le prélude à la chute en série des gouvernements pro-occidentaux dans le monde musulman. Parce qu'en effet, lorsque cette crise, dont on commence à voir les ravages se développer, va déstabiliser complètement des régimes comme celui de Moubarak en Égypte ou d'Abdallah en Jordanie. Et bien sûr, le régime pakistanais, par exemple. Mais d'abord, elle va quand même déstabiliser beaucoup de gouvernements européens, puisque actuellement, après la faillite de l'Islande, dont on sait exactement pourquoi elle a été provoquée, des engagements excessifs des banques islandaises, etc., nous savons que les prochaines victimes vont probablement être les États baltes, qui sont dans une situation très peu périlleuse également. Nous savons que la Hongrie n'a été sauvée provisoirement peut-être de l'effondrement que par le Fonds monétaire international et par l'Union européenne d'ailleurs. Et comme ça, nous avons toute une série de gouvernements d'États qui sont menacés. Et certains observateurs font remarquer avec, je crois, beaucoup de justesse, que si l'on passe d'un défaut de liquidité dans les banques que l'on comble par défaut d'État, par des fonds d'État, pardon, on va à un moment ou à un autre se trouver à un défaut de liquidité des États eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il pourrait être en quelque sorte en cessation de paiement. En cessation de paiement. Alors effectivement, si la dette... Prenons le cas de la France, par exemple. Bon, la France a une particularité, une caractéristique, c'est qu'elle est très endettée. Mais elle n'est pas endettée beaucoup plus que certains autres. Et en particulier, on passe son temps à dire que les États-Unis sont très endettés, mais leur taux d'endettement est sensiblement le même que celui de la France. Donc il ne faut pas exagérer. Mais, quoi qu'il en soit, il ne faut pas exagérer quand on les compare. Oui. Mais quoi qu'il en soit, le vrai problème de la France, comme de tout pays qui est en déficit permanent, ce n'est pas tellement son taux d'endettement, c'est sa capacité à payer ses dettes. Et là, comme nous savons que chaque année la France emprunte pour payer les intérêts de la dette, uniquement les intérêts, on se dit que si jamais son taux d'endettement est mal jugé par les agences de notation, ou tout simplement par les investisseurs, ils vont réclamer des taux plus élevés, et à ce moment-là... Voilà. Et là aussi, la France, comme bien la plupart des États, vont se retrouver à un moment donné en cessation de paiement. Alors effectivement, imaginons la situation. La France, l'État français aura à un moment donné des grandes difficultés à maintenir les transferts sociaux. Les banlieues, comme on dit, seront privées des sommes que leur servent la caisse d'allocation familiale et autres organismes, les offices de HLM auront du mal aussi, etc. À partir du moment où ces ballasts stabilisateurs commenceront à faire défaut dans les banlieues, parce qu'on achète la paix sociale en quelque sorte, enseignant à blanc le contribuable, à partir du moment où ces ballasts se dégonfleront, on va voir les tensions augmenter dans les banlieues et on va voir des ébauches de conflits, pourrait-on dire, ethno-religieux dans les banlieues. C'est-à-dire qu'on va commencer à assister à des phénomènes de guerre civile en France. Et ce qui est vrai pour la France le sera pour tous les pays d'Europe. Ils sont nombreux qui ont beaucoup d'immigrés, enfin de populations d'origine immigrée sur leur sol. Donc là, on va voir se développer des flambées de guerre civile en Europe. Ça, c'est une des premières conséquences. Et puis, de la crise économique et financière. Une des autres conséquences de la crise économique et financière, c'est que ces pays de l'Est, dont vous parliez tout à l'heure, et qui sont en train de sombrer financièrement alors qu'on assistait à des miracles économiques, là, que vont-ils devenir? Bon, beaucoup d'entre eux ont été intégrés à l'Union européenne, etc. Mais se sentiront-ils véritablement protégés par l'Union européenne face à une Russie qui, elle, devient de plus en plus agressive? Et Poutine a résolument ancré la Russie dans une position anti-occidentale. Cette position anti-occidentale risque de se renforcer avec les développements de la crise économique financière. Et comme je le craignais dans la Troisième Guerre mondiale a commencé, que j'avais écrit en 2002, on voit la Russie progressivement s'éloigner du camp occidental et se rapprocher en quelque sorte et du camp chinois, et je dirais même du camp musulman, puisqu'en fait la Tchétchénie est passée en pertes et profits et n'empêche pas des rapprochements. Et donc, on voit petit à petit se dessiner des clivages conflictuels. On voit que l'Inde s'est beaucoup rapprochée des États-Unis,
et que sa position antagonique au monde musulman et au Pakistan y a beaucoup contribué. Et on voit que le Japon, pour l'instant, reste aussi un allié des États-Unis. Que va faire la Chine? La Chine a besoin d'une croissance à 10% pour être stable socialement. On prévoit qu'elle va tomber déjà à 9% bientôt, cette croissance. Elle pourrait assez vite chuter à 7, 6, 5%. À partir de là, à 5%, la Chine commence à entrer dans des tensions très très vives sur le plan interne. Et toutes ces masses qui ont été brutalement déplacées des campagnes vers les villes et qui se retrouveraient en grande partie au chômage vont devenir des masses extrêmement agitées, extrêmement belliqueuses. À ce moment-là, on peut imaginer que la Chine devienne un pays militaro-fasciste en quelque sorte. Et à partir du moment où la mondialisation heureuse se sera évaporée, à partir du moment où des barrières douanières vont commencer à s'élever un peu partout, parce que les économies occidentales vont essayer de se réindustrialiser, de refaire une autonomie de production industrielle, il est certain que le volume du commerce international va diminuer et que des caissons étanches vont commencer à se fabriquer. À partir de là, la Chine va être complètement en déshérence sur le plan économique et financier. Et elle risque d'être en proie donc à des convulsions sociales terribles. Donc le tableau que vous nous dressez, c'est celui d'un monde qui est en pré-ébullition et qui risque fort de voir cette ébullition monter très vite. Alors il y a peut-être des éléments positifs que nous essaierons de dégager. Il y a après tout parfois une issue heureuse. Et je ne le dis que pour permettre à nos téléspectateurs de ne pas aller se suicider tout de suite, compte tenu des perspectives joyeuses que vous venez de tracer. Donc, madame, mademoiselle, monsieur, nous allons marquer une brève pause pour permettre à chacun de respirer et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Arthur Laurent Duplessis, journaliste, écrivain, géopoliticien, qui est un auteur qui a beaucoup produit dans les domaines que nous traitons aujourd'hui, puisque je vais vous rappeler ces livres que je vous ai déjà montrés tout à l'heure, l'Iran dans la Troisième Guerre mondiale, 10 questions sur la Turquie, la Troisième Guerre mondiale a commencé, et Islam-Occident, la guerre totale. Tous ces ouvrages sont disponibles aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Je terminais la première partie de notre entretien par l'évocation, après tout, possible, l'est-elle vraiment, nous allons en parler, d'une issue un peu moins catastrophique, qui passerait évidemment par un redressement des comptes américains et des comptes européens. Alors, que faut-il faire, que faudrait-il faire pour y parvenir? Alors, j'avoue que moi j'ai une conception, je dirais, un peu fataliste de la crise. Dans quel sens? Dans le sens que c'est une crise systémique d'une telle importance qu'il me semble qu'elle dépasse très très largement le champ d'action des dirigeants. Je prends un exemple. Les banques se sont tellement engagées dans les produits dérivés et dans les produits financiers dits toxiques, donc qualifiés de toxiques maintenant, qu'elles ne savent pas elles-mêmes quelle est l'étendue de la contamination de leurs comptes, elles ne le savent pas. Et elles le découvrent en quelque sorte au fur et à mesure lorsqu'elles sont proches de la faillite. Et les États servent de pompiers pour les fournir en argent frais et les requinquer. Mais comme on le disait tout à l'heure, ce mécanisme a ses limites. Donc je pense que la crise financière n'est pas finie, qu'il y a une petite accalmie parce que les États et les banques centrales ont servi de pompiers, qu'ils ont en quelque sorte modéré le brasier pendant un petit moment, mais que la vague la plus terrible de la crise financière est devant nous. Quand l'effet de ces injections de capitaux, injections d'ailleurs inflationnistes, puisque en fait tout ça, ça augmente la masse monétaire en circulation et ça a un caractère inflationniste, mais quand ces effets de calmant seront passés, la crise financière va reprendre de plus belle, on va à nouveau assister à des séries de faillites bancaires et de faillites
compagnies d'assurance, etc. Bien, de ce point de vue-là, retournons un instant à la situation française, qui est quand même assez étrange. On nous a dit, bien entendu, que comme le nuage de Tchernobyl, la crise financière s'arrêterait à nos frontières. On nous a dit que les banques françaises étaient solides et bien capitalisées, qu'elles étaient des banques de dépôt pour l'essentiel et non pas des banques d'affaires, pas des banques d'investissement, enfin, etc., etc. Or, récemment, il y a eu un événement assez significatif. L'État a, en quelque sorte, obligé, dit-il, les banques à venir au ministère chercher chacun son lot de milliards. Donc on a mis 10 milliards et demi dans les banques. Officiellement, c'était pour qu'elles prêtent. Officieusement, c'était pour les recapitaliser car elles étaient apparemment en manque. Mais c'est une somme, au regard de toutes les sommes qui sont en jeu actuellement, on compte par milliers de milliards, on se demande si cette petite injection a une chance d'avoir un résultat autre qu'homéopathique. Qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est plus de l'ordre du symbole et de la psychologie que des vraies interventions puissantes. Elles n'ont pas la puissance nécessaire pour stopper l'incendie. Et comme vous disiez, le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière, mais non plus, la crise financière non plus. Et les banques françaises, il est probable qu'il va arriver un moment où elles aussi vont connaître, si je peux dire, la dure loi du jeu de quilles, c'est-à-dire vont tomber en série, comme les autres. Et il est certain que on voit que les dirigeants, d'ailleurs, se rendent bien compte qu'ils tripotent les manettes, mais ils n'obtiennent pas les résultats. C'est-à-dire que les commandes répondent très mal. Et les banques en particulier n'arrivent toujours pas, ou ne veulent toujours pas, venir en quelque sorte au secours des entreprises. Elles essaient désespérément, comme vous disiez, de regonfler la réserve. Et les gouvernements froncent les sourcils, mais le gouvernement sait très bien. Il ne peut rien faire de toute façon. Voilà. Bon, à part les nationaliser, mais ça changerait quoi de faire rentrer un technocrate issu du gouvernement ou de son environnement à la place d'un technocrate qui gère les banques? Parce qu'il faut savoir que tous ceux qui les dirigent sont tous issus du même moule. Donc ça ne changerait strictement rien. Aux petites et moyennes entreprises, elles sont toujours autant dans la panade. Et tout ça n'y fait rien. C'est-à-dire qu'elles n'ont toujours pas accès au crédit actuellement. Les robinets sont fermés. Les petites et moyennes entreprises sont dans une situation tragique. Le patron de PME qui s'en va voir son banquier parce qu'il a besoin d'un crédit, et le banquier il dit « je suis désolé, mais à ce moment, vous savez, c'est difficile pour tout le monde. » Et puis lui, il a ses échéances, et puis il fera faillite dans un mois ou dans 2 mois. Alors il y a un autre événement très spectaculaire, c'est l'industrie automobile. Alors l'industrie automobile américaine, on le sait maintenant, est totalement sinistrée. Comme je le disais à cette antenne, on peut s'acheter, si vous avez un peu d'argent de poche, vous pouvez vous acheter General Motors. Ça ne vaut plus que 2 milliards, c'est ahurissant. Mais il en est de même des industries automobiles françaises qui valent, bon, elles sont moins abîmées que l'ont été les américaines, mais enfin elles ont perdu énormément en capital, mais surtout, elles ne vendent plus de voitures. Alors actuellement, les derniers chiffres sont d'ailleurs très frappants. Aux États-Unis, la baisse des ventes automobiles est de l'ordre de 30%, et même un peu plus. En France, c'est de l'ordre de 8 à 9%, pour le mois dernier, bien sûr. Je crains, et hélas, cette crainte va, je crois, se vérifier, que ce chiffre de 8 à 9% soit très provisoire et que nous baissions encore. Et un des signes, justement, qui ne trompe pas, c'est la réduction drastique de fabrication, des capacités de fabrication d'acier par ArcelorMittal. C'est ça. Là, manifestement, ils anticipent une crise très profonde de l'industrie automobile. Et dernier point, sur lequel j'aimerais avoir votre opinion également, l'industrie automobile européenne, notamment, est terriblement dépendante du renouvellement des commandes, parce que ce n'est plus une industrie de fourniture de voitures, mais tout le monde a des voitures. Et elles sont si bonnes, les voitures faites par nos industries automobiles, que finalement on peut les garder un peu plus longtemps. Donc à partir du moment où on ne va plus acheter de voitures, est-ce que vous vous rendez compte des conséquences? C'est-à-dire que deux des piliers majeurs d'une économie moderne, l'industrie immobilière et l'industrie automobile s'effondrent. Ouais. Les fondamentaux implosent. La crise financière pulvérise les fondamentaux. Ouais. Donc, et en plus, elle n'est même pas finie, cette crise financière. Ouais. Donc on a véritablement une crise économique et financière probablement plus grave que celle de 1929. Ouais. Qui ne s'est pas traduite par un effondrement aussi rapide qu'en 1929, mais qui semble au contraire presque s'accentuer maintenant de jour en jour.
Et effectivement, un effondrement peut-être pas aussi rapide, mais qui effectivement sera plus difficile à redresser, puisque il y a vraiment une interdépendance des économies à l'échelle mondiale à cause de la mondialisation, alors qu'en 1929, il y avait encore des caissons étanches, ou semi-étanches. Alors, il y a aussi un autre élément, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez commencé d'aborder le sujet des prélèvements sociaux et de la redistribution sociale, mais bien entendu, ceux qui touchent, c'est une chose, mais il y a ceux qui payent. Et après, il y a ceux qui touchent. Ceux qui payent, c'est qui? Pour l'essentiel, les entreprises. À travers leurs salariés, car l'entreprise finalement ne paye jamais, elle prélève sur ce que produit le salarié, et c'est le salaire du salarié qui est en cause. Mais vous avez observé sans doute que, je l'ai déjà dit aussi à ce micro et à cette antenne, que le gouvernement a parfaitement pris conscience du fait que les entreprises ne pouvaient plus payer. Donc ils ont retardé pour l'UNEDIC la date d'exigibilité des cotisations. En ce qui concerne les URSSAF et les impôts, le ministre du Budget a donné consigne de donner des délais de paiement, et M. Copé, qui est le président du groupe majoritaire de l'Assemblée nationale, a considéré qu'il faudrait que l'État renonce à être créancier privilégié et prioritaire, de façon à ce que les entreprises fournisseuses des entreprises en difficulté ne soient pas totalement spoliées. Donc, ça ressemble un petit peu quand même à une panique générale à bord. Oui, c'est une panique générale. Et je crois que les dirigeants occidentaux commencent à mesurer depuis assez peu de temps pour la France, parce que je crois que le gouvernement français a pendant longtemps sous-estimé la gravité de la crise. Quand Christine Lagarde tenait des propos rassurants, je crois qu'elle y croyait. Je pense qu'elle y croyait, et Nicolas Sarkozy y croyait. D'ailleurs, le Canard enchaîné a dit que la crise le désespérait actuellement, le démoralisait beaucoup, ce que je comprends très bien. Oui, il a été élu, je dirais, sur la côte comète de la mondialisation heureuse, Nicolas Sarkozy. Dans les derniers moments de la mondialisation heureuse. Et il croyait, quand il disait « j'irai chercher la croissance avec les dents », il y croyait, et il pensait qu'il serait porté justement par cette mondialisation, et qu'il suffirait de libérer un petit peu les énergies nationales pour que la France connaisse le même miracle économique que les États baltes, etc. Manque de chance. Au bout de quelques mois de sa présidence, il prend de plein fouet, enfin au bout d'un an, il prend de plein fouet la crise du mois de septembre dernier, avec des prémices quand même avant, et en août 2007 démarre la crise des suprêmes, et lui a été élu en mai 2007. C'est-à-dire, donc 3 mois après son élection, démarre une crise majeure aux États-Unis. Son gouvernement pense pendant un petit moment qu'elle n'arrivera pas en France, mais ça c'est plutôt de l'ordre de la pensée magique, qui a de beaux jours devant elle actuellement. Et puis voilà que ça y est, le tsunami arrive en France, et bon, effectivement, ça le démoralise, et on peut comprendre. C'était pas son univers mental du tout. Et c'est très paradoxal, parce que Nicolas Sarkozy, il a été élu en quelque sorte encore sur l'ambiance donc de croissance et de bonheur mondial. C'était l'homme qui allait sur les yachts, l'homme qui était l'ami des grands patrons, l'homme qui était l'ami de la richesse sans complexe, etc. Et voilà que on entre dans une phase d'austérité, de privation de consommation de survie même, on peut dire, et avec les orages de la guerre qui s'amoncellent à l'horizon. C'était pas son programme. Alors comment va-t-il s'adapter à tout ça? Aura-t-il les ressources nécessaires dans sa personnalité pour devenir un dirigeant du temps de crise, non pas simplement quelqu'un qui libère les entreprises pour qu'elles produisent mieux, etc. C'est le grand point d'interrogation. Aura-t-il la dimension d'une sorte de César de temps de crise? On peut quand même en douter, même si ce serait bien nécessaire, mais on peut en douter tout simplement parce que comme on le dit, on ne fait pas des chiens avec des chats, et donc je doute fort qu'on puisse faire un Churchill à partir d'un habile politicien qui a passé 30 années dans les allées du pouvoir à se faire son chemin vers le pouvoir suprême. Alors c'est ça, c'est exactement ça, il faudrait un Churchill. Oui. Et là, Churchill, je relisais récemment ses mémoires, la partie de ses mémoires qui relate ses débuts. Ce fut un rude guerrier. Ah oui. Un soldat d'élite qui a une audace extraordinaire. Quand il est entré en politique, d'abord il
était très jeune, mais il avait déjà un passé militaire très important. Et je pense que ça avait formé son caractère, sans parler de son hérédité glorieuse. Et puis son enfance aussi, avec son caractère, parce qu'en réalité, il a eu une enfance assez malheureuse, Churchill. Ses parents se sont guère occupés de lui. Il a souffert de ça, et par la puissance de son tempérament, il a transformé ça en grandeur. C'est une alchimie du tempérament, ça. Autre élément d'appréciation, j'ai écrit hier un article sur la façon dont George Bush est traité, qui pour moi me paraît profondément injuste et même scandaleuse, parce que George Bush a été un chef de guerre. Et s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, nous serions aujourd'hui les victimes d'un terrorisme généralisé dans le monde. Je pense que l'histoire lui rendra hommage, parce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait n'a pas été parfait, bien entendu, mais il a quand même, je crois, rempli sa mission, et je le sens serein. La façon dont il a accueilli l'élection d'Obama, de même d'ailleurs que McCain, qui a été d'une élégance rare, démontre que ce sont des gens, l'un et l'autre, estiment avoir bien servi leur pays, chacun dans des circonstances différentes. Et c'est vrai que Bush, c'était assez inattendu, hein, cet accès à la grandeur, si on peut dire, parce que c'était le fils à papa qui s'était donné la peine de naître, lui. Alors Churchill, bon, était duc de Marlborough, grande famille, etc., mais Churchill avait beaucoup souffert donc de problèmes affectifs liés à ses parents dans son enfance. Bush était un enfant gâté. Mais Bush était l'enfant gâté. C'était vraiment l'enfant gâté américain. Et c'est vrai que c'est assez inattendu, la dimension... La religion y a contribué. Il a born again, c'est la renaissance. Et en tout cas, comme beaucoup de présidents d'ailleurs, dans le monde entier, il a fait ses preuves, et je le dis bien, ses preuves, en étant élu, car rappelez-vous, dans un autre contexte, Truman, qu'on disait le petit épicier... Le petit marchand de chemise. Le petit marchand de chemise a été un bon président des États-Unis, en tout cas il a su faire preuve de fermeté, et on ne peut jamais préjuger de ce que sera, pas plus d'ailleurs qu'on ne peut préjuger de ce que sera Obama. Mais... Alors Truman avait fait une excellente guerre de 14-18, oui. Et il avait manifesté une grande bravoure. Oui. Et ça, c'était, bon, effectivement, un signe. Mais Bush, lui, c'était assez piteusement défilé, il faut dire ce qui est. Oui, il avait fait son service dans la garde civile au Texas. Oui, où c'était moins dangereux qu'au Vietnam. Voilà. Mais il n'empêche que le moment venu, il a su faire face, et je pense qu'effectivement l'histoire lui rendra un hommage que les contemporains actuels ne veulent pas lui donner. Alors, nous avons bien sûr toutes ces perspectives qui se présentent, et nous essayons de les brosser à grands traits, mais si l'on revient un peu sur notre vie quotidienne en France, et plus exactement sur notre vie collective en France, on peut quand même regretter une chose qui, depuis pratiquement 30 ans, n'a jamais cessé, c'est l'endettement permanent, qui nous rend quand même beaucoup plus fragiles. J'ai regardé à la télévision l'émission qui a été consacrée à l'enfer de Matignon. Vous vous souvenez, c'est un livre de Raphaël Baquet donc, qui évoque ce qu'a été l'enfer de Matignon. J'ai eu deux grandes surprises. La première, c'est qu'au cours de ces trois émissions, à moins que je ne me sois endormi au cours de l'une d'elles, je n'ai jamais entendu parler de la France. Jamais. Premier point. Deuxième point, le témoignage de Pierre Messmer m'a beaucoup frappé. Pierre Messmer a été filmé peu de temps avant sa mort, il avait déjà une voix blanchie par l'âge, probablement par la maladie, et il a dit quelque chose, c'était juste à la fin du troisième épisode, il a dit, de mon temps en quelque sorte, l'ascenseur social fonctionnait. Il l'a dit avec beaucoup de force, et il a raison. Oui, pourquoi fonctionnait-il? Pour une raison très simple. Quand il a quitté l'hôtel Matignon, et que Georges Pompidou est décédé, la France n'avait ni déficit budgétaire, ni dette. Et elle avait des prélèvements obligatoires qui ne dépassaient pas 35%. C'est-à-dire qu'il y avait de quoi nourrir le progrès économique et le progrès social. Aujourd'hui, nous sommes à 54% de dépenses publiques, tout passe dans les dépenses, et comment voulez-vous que l'ascenseur social fonctionne? Il ne fonctionne plus. Et je trouve que c'est quand même impressionnant, une sorte de message d'outre-tombe, parce qu'il a disparu peu après. Oui. Et aujourd'hui, je crois que nous ne pouvons pas nous en sortir si nous ne diminuons pas très vite les dépenses publiques, mais en même temps, en temps de crise, c'est difficile. Alors c'est difficile, il aurait fallu le faire avant. Voilà. C'est là la grande erreur qu'a faite Nicolas Sarkozy. On ne peut pas le juger, bien entendu, sur une période d'1 an et demi, c'est trop tôt,
mais on peut juger certains des actes qu'il a accomplis. Et à mon avis, le plus grave, c'est de s'être trompé complètement d'époque. Déjà, quand il est élu au mois de mai 2007, il est déjà un peu tard. Oui. Il aurait fallu que ce soit déjà Chirac qui le fasse. Il ne l'a pas fait. Oui. Il a au contraire fait l'inverse. Et quand Sarkozy arrive en mai 2007, c'est déjà tard. Il était encore possible de faire quelque chose si on en juge par le calendrier de la crise. Mais c'était minuit moins 5. Oui, minuit moins 5. Pour revenir sur la comparaison que vous faisiez tout à l'heure, en disant que ces personnes pensaient qu'avec quelques bonnes mesures on y arriverait, je le dis très souvent, ça me rappelle beaucoup l'illusion de Gorbatchev, qui croyait qu'on pouvait, avec quelques mesures agréables et utiles, sauver le communisme. Et c'est exactement ça, c'est la fin d'un système, c'est-à-dire Oui. que c'est la fin de l'hyper-financiarisation de l'économie mondiale, dont il faut bien dire que ce sont nos amis anglo-saxons qui l'ont inventé en Angleterre au XIXe siècle, avec notamment les lois sur le blé inspirées de la pensée d'Adam Smith, etc., qui était le libre-échangisme à tout va, qui a paupérisé l'agriculture anglaise, et puis ils ont fait la même chose pour l'industrie anglaise, qui est devenue minable à partir des années 1850 et qui a été supplantée par l'industrie allemande entre 1970 et 1914, ce qui a beaucoup fait pour l'éclatement de la guerre de 14, parce que l'Empire britannique l'a souhaité en y voyant une porte de sortie, parce qu'il était ruiné en 1914, l'Empire britannique, mais ça n'a fait que tomber de carrément c'est là. Mais il y a dans cette hyperfinanciarisation un règne despotique des banques. C'est-à-dire que les banques américaines ont pris le relais et ont joué à fond la carte du produit financier contre le financement de l'économie du pays. L'infrastructure aux États-Unis tombe en lambeaux. Les ponts s'écroulent, enfin les routes sont dans un état déplorable, les chemins de fer sont archaïques, et il y a un affaissement des infrastructures publiques aux États-Unis parce que les banques ont préféré les produits dérivés au financement pépère d'une industrie ferroviaire ou de prendre des obligations municipales pour aider une municipalité à se mettre sur... Puis il y avait d'ailleurs un signe qui ne trompait pas, c'est le fameux retour sur investissement de 15%. Comment peut-on durablement exiger, car les fonds de pension, les fonds de placement exigeaient des entreprises ces retours sur investissement, comment peut-on durablement les obtenir alors que l'économie augmente au rythme de 3, 4, parfois 5% aux États-Unis, ça a été le cas. Et alors c'est bien impossible. L'incompatibilité entre une conception purement financière de l'économie voulue par les banques et une conception productiviste. Et c'est pour ça que les pays occidentaux vont devoir de toute façon maintenant rebâtir des industries. D'autant plus, ils devront d'autant plus les rebâtir, ces industries-là, qu'avec les tensions géopolitiques qui vont augmenter, les échanges internationaux vont diminuer. Il ne sera plus possible de faire fabriquer en Chine tel ou tel produit industriel dont on aura besoin d'une manière stratégique, etc., ou de le faire fabriquer dans tel et tel pays musulman quand les tensions avec l'islam vont augmenter, etc. Il faudra bien refaire l'industrie en Occident. Donc, de ce fait-là, le pouvoir va à nouveau revenir aux producteurs et non plus aux financiers. C'est-à-dire que les financiers vont se remettre au service de la production et pas la production au service de la finance. Alors, ce qu'il va falloir faire, de toute façon, c'est éponger l'immense dette sur laquelle repose l'ensemble des économies occidentales. Là, on ne pourra pas y échapper. Il y a des milliers de milliards qu'il va falloir éponger d'une manière ou d'une autre, et soit par... Elles ne seront pas payées. Elles ne seront pas payées, donc ce sera probablement des faillites, et peut-être de l'inflation. Ça n'est pas impossible non plus. On peut même imaginer, par exemple, une dévaluation majeure du dollar, ex abrupto, dans les prochaines années, pour apurer les dettes. Et deuxième conséquence, celle sur laquelle je n'ai jamais cessé d'attirer l'attention, c'est la fin des États-providence. Car l'État-providence a été fondé sur quoi? Sur une productivité qui dégageait suffisamment de surplus qu'on puisse les distribuer. Aujourd'hui, nous allons devoir consacrer toutes nos forces économiques et financières à rebâtir effectivement des entités économiques, et où prendra-t-on l'argent pour les États-providence? Donc il va falloir se remettre au boulot. Et non seulement se remettre au boulot, mais aussi maintenant affronter de manière certes douloureuse les questions migrationnistes. Oui. Parce que jusque-là, les hauts milieux d'affaires dont nous parlions tout à l'heure ont été complètement immigrationnistes.
aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Absolument. Aux États-Unis, les hauts milieux d'affaires ont poussé à fond pour l'immigration des Chicanos, etc. Et il faut bien dire, Bush a été favorisé. Il voulait peser sur les coûts de la manœuvre, de façon à augmenter les profits financiers. C'est la société marchande. C'est-à-dire que la société marchande marque ses limites. La société marchande, gouvernée par les hauts milieux d'affaires, pas par les patrons de PME, par les hauts milieux d'affaires, a été puissant et immigrationniste pour effondrer le coût du travail en Occident et pour mettre en compétition les travailleurs de la terre entière et donc avoir le coût de travail des Chinois et autres, etc. Moyennant quoi, il faut bien dire ce qui est, la société marchande a joué à fond la braderie des identités et des cultures, ce qui est très grave, parce que tout ça mène ensuite à des convulsions dont on voit les prémices en Europe. Et il est certain que si on devait désigner des responsables, qui sont les vrais décideurs en Occident, qui l'ont été jusqu'à maintenant, c'est au milieu d'affaires. Les politiques n'ont été que leurs valets, on peut dire. Les politiques n'ont été que les bras séculiers dans le domaine politique de ces hauts milieux d'affaires, qui ont piloté leurs décisions. Et ces hauts milieux d'affaires ont joué à la fois l'hyperfinanciarisation, comme vous disiez, les rendements à 15% démentiels, incompatibles avec une activité productive sérieuse en Occident, d'où la Chine manufacturière du monde, et en même temps, ils ont joué à fond la carte de l'immigration pour effondrer le prix du travail en Occident. Donc ils ont installé les ferments de violence dont on n'a même pas idée. Et il est certain que si, à un moment donné, les foules, les masses, enfin, ont besoin de responsables, effectivement, les responsables, ça sera d'abord eux. Et puis les politiques qui se sont mis à leur service. Et je crois que la montée des tensions, d'ailleurs, va exacerber les recherches de responsabilité. Puisque quand les gens souffrent, ils deviennent... ils ont besoin de trouver des responsables. Ils ont trouvé des responsables à leur douleur, à leur malheur, à leur détresse. Ne serait-ce que pour avoir un peu de consolation dans leur malheur. Et je crois que cette crise économique et financière va amener des bouleversements tels de ce genre, en interne et en externe, qu'on va avoir une révolution dans les mentalités, dans la vision intellectuelle et culturelle des choses, et dans les médias. Tous ces médias qui sont actuellement claquemurés dans le politiquement correct, et de plus en plus autistes par rapport aux besoins des populations, tous ces médias-là vont à un moment ou à un autre subir eux aussi un tsunami et vont devoir changer complètement pour garder un contact avec les gens. D'ailleurs, en fait, il y aura de nouveaux médias probablement. Oui, dont vous êtes l'un des fleurons. Oui, puisque effectivement, nous avons senti probablement avant certains autres la nécessité de créer de nouveaux médias. Oui. D'abord parce que la technique le permet, et deuxièmement parce que la nécessité de l'information l'exige. Et je suis d'autant plus heureux d'avoir pu vous accueillir que ceux qui nous ont écoutés ont pu voir à quel point vos idées sont claires, peu optimistes, mais c'est la réalité, et en tout cas ce sont des éléments de réflexion qu'on ne porte pas à la connaissance actuellement des citoyens. Ce qui est très grave, et je crois qu'il faut terminer là-dessus parce que le temps s'achève, mais c'est que des analyses comme les vôtres, que l'on peut éventuellement contredire, chacun peut avoir son opinion, mais en tout cas on peut les contredire au moins à partir d'éléments informés. Des analyses comme les vôtres devraient aujourd'hui faire l'objet des principaux débats sur les chaînes de radio et de télévision et dans les journaux. Mais on a beau chercher, on ne trouve rien, et on ne trouvera rien tant que les médias n'auront pas été eux-mêmes mis au tapis, tout simplement mis au tapis, par le fait que les lecteurs, ou les auditeurs et téléspectateurs leur diront « Mais qu'est-ce que vous nous avez raconté pendant toute cette période ?» C'est pour ça que ça va, la mise au tapis des médias, elle devrait arriver, je pense, à peu près dans les 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage entre la genèse de l'événement et puis ses répercussions intellectuelles et médiatiques. Donc, je crois que raisonnablement, il faut compter 2 ans. C'est sur cette perspective que nous allons nous quitter. Je vais rappeler une dernière fois vos ouvrages, 10 questions sur la Turquie, l'Iran dans la Troisième Guerre mondiale, la Troisième Guerre mondiale a commencé, et Islam-Occident, oui, la guerre totale, tous ces ouvrages disponibles aux éditions Jean-Cyril Godefroy, un éditeur courageux qui
c'est mettre à la disposition des lecteurs et de ceux qui veulent être informés des informations puisées à la meilleure source. Madame, mademoiselle, monsieur, il me reste à vous remercier, après avoir remercié bien sûr notre ami Laurent Arthur Duplessis de nous avoir fait l'honneur de nous accompagner. J'espère vous retrouver prochainement. Si nous ne vous avons pas trop fait peur, revenez quand même. Et bon courage à tous, il va être nécessaire. À bientôt et vive la France.